À présent, retrouvons Brice Delagneau. On a parlé de l'éco-citoyenneté tout à l'heure et pour que tous les Ivoiriens soient encouragés à être éco-citoyens, il y a un événement que vous préparez. Oui, effectivement, nous préparons le Earth Hour 2013. C'est une initiative de WWF Autriche depuis 2007 qui sensibilise les populations au réchauffement climatique. Donc, il s'agit concrètement d'éteindre les lumières tous les derniers samedis du mois de mars de 20h30 à 21h30. Alors, cet événement sera organisé pour la première fois en Côte d'Ivoire et nous allons l'organiser avec des images et nous allons envoyer les images à WWF France qui va les distribuer donc, sur toutes les chaînes étrangères et puis également dans ses catalogues. Donc, ça veut dire que le samedi, de 20h30 à 21h30, nous demandons à chacun d'éteindre les lumières. Ceux qui pourront éteindre pendant 1 heure, tant mieux. Ceux qui ne pourront pas l'éteindre aussi peuvent le faire peut-être pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. L'essentiel, c'est vraiment de ressortir notre sentiment d'éco-citoyen. Tout à l'heure, nous en avons parlé. Et donc, nous invitons vraiment les populations. Et pour ce faire, nous avons des t-shirts. Voilà, nous avons des t-shirts qui sont là. Ouais. Et donc, c'est Earth Hour, donc Abidjan Earth Hour 2013, donc 60+. Il faudra vous porter voilà, ces t-shirts-là le vendredi au travail pour sensibiliser donc, ses collègues donc, à la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis également, le samedi, à partir de 18h, nous aurons donc un flash mob qui va donc être organisé devant. C'est quoi un flash mob? Le flash mob, c'est d'abord un rassemblement éclair. Maintenant, nous n'allons pas donner tout le contenu. Donc, nous attendons que tout le monde vienne pour voir toutes les surprises que nous réservons à tout le monde. Donc, ce sera à partir de 18h, donc devant la cité Mermoz. Et après, donc jusqu'à 20h, nous allons y rester et puis faire la marche des lumières avec des bougies, etc. Donc, c'est vraiment un programme qui est très enchanteur. Donc, vous pouvez venir avec vos enfants, avec votre famille. Ça sera vraiment quelque chose que nous, à partir duquel nous allons montrer vraiment que nous nous attachons à la question du réchauffement climatique. Je le disais dans les émissions précédentes, nous avons une volonté politique aujourd'hui qui s'engage dans le développement durable. Nous, en tant que société civile, en tant que citoyens, nous voulons accompagner aussi nos autorités. Donc, n'oubliez pas, c'est le samedi. À partir de 18h, nous avons le flash mob et puis à partir de 20h30, nous demandons à tout le monde d'éteindre les lumières. Vraiment, ne pensez à rien, ne pensez pas à tout ce qui se passe. C'est vrai que par moment, nous n'avons pas d'électricité, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de montrer que nous sommes solidaires de tous ceux qui lutte contre le réchauffement climatique dans le monde et cette activité-là est mondialement reconnue. Ceux qui sont en Europe le savent et nous en Afrique également, nous voulons nous engager dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers le Earth Hour 2013. Et je tiens vraiment à dire merci à la RTI donc qui nous donne cette opportunité d'en parler et surtout merci à la direction générale. D'accord. Et vous avez des objectifs spécifiques, c'est lutter contre le gaspillage d'énergie, économiser l'énergie bien sûr, encourager l'efficacité énergétique et promouvoir le diagnostic performance énergétique, c'est ça? Oui. Promouvoir la citoyenneté écologique. Voilà. Donc pour ces 4 points, rendez-vous, vous avez dit quand? On rappelle la date? Samedi 23 mars 2013, à partir de 18h pour le flash mob. Tout Facebook est mobilisé, tous les jeunes sont mobilisés. C'est ce t-shirt-là qu'il faudra avoir. Alors, pour l'avoir, c'est simple. Il faut juste appeler le 01 26 24 88 et puis nous ferons le plaisir de vous le livrer directement. Vous venez avec ce t-shirt tous en jaune, mais vous devez aussi le porter le vendredi pendant votre heure de travail pour sensibiliser vos collègues à éteindre leur lumière le samedi de 20h30 à 21h30 pour ceux qui le peuvent, sinon au moins 5 minutes pour ceux qui ne pourront pas le faire pendant 1 heure. En tout cas, essayons de protéger notre environnement et luttons contre le réchauffement climatique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des gestes écologiques. D'accord. Il s'appelle Brice Delagneau, consultant en développement durable et il est aussi le président de l'ONG Amistad. Merci beaucoup et puis bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Puis beaucoup de courage pour les préparatifs de tout cela. On va faire l'effort de passer voir ce que ça va donner. Merci. 20h30 d'éteindre la télé. Bon, en fait, vous avez bien fait parce que c'est après au moins le journal. Après le journal. Voilà, au moins ça. Il n'y a pas de souci. Merci et puis à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter maintenant Dr Akoto Augustin. Il est médecin pneumologue, président de la commission économique et financière du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons de l'appareil respiratoire et de ses fonctions. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Merci vous aussi. Merci à la RTI oui. qui nous permet d'être sur ce plateau. Exactement. Pour parler d'un organe aussi important que le poumon. Exactement. Ce matin, on invitait les téléspectateurs à dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Et je pense que si on est en vie, les poumons ont un rôle très important
pour notre survie, dans la mesure où c'est grâce à eux, je pense, hein, que nous arrivons à bien respirer. Apprenons donc à connaître cet appareil. Effectivement, dans le programme du SINAMEPSI, du Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, nous sommes ici pour présenter à notre population cet appareil important qui génère la vie et qui participe à notre longévité. C'est un organe qui est noble, parce que sans ça, la vie ne peut pas se faire, on ne peut pas vivre. C'est un organe qui est pair, on parle de 2 poumons, on a 2 poumons, et un organe léger, qui est spongieux et qui emmagasine beaucoup d'oxygène. Il n'y a que de l'air dedans et qui circule, qui arrive à la surface d'échange. Et donc, c'est un organe qui capte l'oxygène pour présenter au cœur. Que c'est un organe qui capte l'oxygène. Et vous nous avez apporté une maquette. Voilà. Voilà là. Voilà, donc. Je vous aide. On peut enlever? Oui. Je vais me déplacer pour le faire. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai en main comme ça? Ça, c'est le poumon droit. Le poumon droit. Et vous avez le poumon gauche. Donc, on a détaché ici. Le poumon droit se présente, il a 3 lobes. Donc, je peux l'ouvrir? On peut l'ouvrir. Oui. Et le cœur est embrigadé. Et au centre, entre les deux, le poumon gauche et le poumon droit. Voilà. Les 2 organes sont satellites. Le poumon, lui, c'est une usine d'oxygène, de fabrication d'oxygène. Et le cœur qui est logé au sein des 2 poumons, entre les 2 poumons, est le distributeur exclusif d'oxygène au niveau des cellules de tout l'organisme, par le jeu des artères qui sont en rouge, et le ventricule gauche qui presse le sang dans l'artère aorte pour aller distribuer à toute l'économie de l'organisme. Et au retour, les veines qui ramènent le gaz carbonique au niveau du poumon pour être épuré, pour être rejeté lors de l'expiration. Donc voilà, c'est un organe central, c'est un organe très important qui fonctionne depuis la gestation, mais à la naissance, lors du premier cri du bébé, vous avez le souffle qui s'ouvre et le bébé se prend en charge au plan respiratoire. Un bébé qui ne crie pas à la naissance, c'est un bébé qu'il faut réanimer. Sinon, la vie n'est pas possible. D'accord. Vous venez de dire quelque chose de très important. Le poumon ne fonctionne pas. La vie ne peut pas fonctionner aussi. Et on se demande comment on peut entretenir cet appareil, sinon cet organe qui est combien de fois important pour notre bien-être sur Terre. Comment faut-il entretenir les poumons? Oui, il faut comprendre son fonctionnement et les maladies auxquelles le poumon est exposé pour comprendre quel est notre rôle dans la compréhension des maladies et puis des consignes que nous donnent les médecins. Il faut dire que cet ensemble est protégé par la cage thoracique qui est composée des côtes qui viennent se rattacher à la colonne vertébrale. Voilà. Et puis, en bas, vous avez le diaphragme, qui est le muscle le plus puissant de la respiration, surtout de l'inspiration, parce que quand on inspire pour gonfler le poumon d'air, c'est lui qui s'abaisse pour augmenter l'espace d'échange du poumon. Et donc, ça gonfle et la cage thoracique s'élargit pour augmenter la surface d'échange du poumon pour nous donner une capacité vitale importante pour gérer le quotidien et surtout faire des performances pour la longévité. Voilà, donc cette cage thoracique va augmenter au fur et à mesure que la demande se fait. Et puis maintenant, en plus de cela, il y a la circulation d'air depuis les narines. Là, c'est le cou de notre sujet. Oui. Il y a la tête d'abord, parce que le commandement vient de là-haut, du cerveau, au niveau du bulbe. Attendez, docteur, je vous aide. Donc là, on a ouvert pour qu'on puisse mieux voir. Excusez-nous, amis téléspectateurs. Donc là, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est au niveau du cou?
Oui, c'est au niveau du cou et de la tête. De la tête. Hein. Donc, au niveau supérieur, vous avez le bulbe, quelque part ici. Le bulbe, c'est une partie du cerveau où se trouvent les centres respiratoires. D'accord. Qui, par le jeu de nerf 10, la 10e paire de nerfs qui innerve et l'estomac et le poumon, vont commander les mouvements respiratoires. Exactement. Donc, à l'inspiration, vous avez la bouche ouverte ou alors les narines qui vont faire passer l'oxygène. Donc, inspirer, c'est de pouvoir faire entrer l'air, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On inspire. Voilà. Et l'air, maintenant, va passer dans les tuyaux conducteurs, qui sont la trachée. Hein, ça va passer, il y a le larynx, le pharynx. Le pharynx, ça conduit au tube digestif. Bien sûr. Et le larynx va conduire à la trachée et à l'appareil respiratoire. D'accord. Voilà. Il y a la glotte qui se ferme lorsque vous... La glotte, elle est où? L'épiglotte, elle est quelque part là. Oui. Ça se ferme. Alors, on ne va pas trop cacher avec la main pour permettre aux téléspectateurs. C'est quelque part là. Oui, ça se ferme D'accord. pour éviter que le bol alimentaire passe dans le larynx, dans le poumon, parce que le larynx, c'est les cordes vocales, et puis entre les deux cordes vocales, c'est l'entrée dans le poumon. Et donc, si la glotte ne ferme pas le larynx, vous faites fausse route et vous toussez. Et donc, ça génère la toux et puis une hyperpression, la douleur et tout ça. L'air va circuler, donc, va passer au niveau de la trachée, va descendre au niveau de la carène, c'est-à-dire le carrefour, où les bronches souches vont naître, la bronche souche droite et la bronche souche gauche, pour aller se diviser en deux, et puis en deux, et puis en deux, pendant 14... Chaque fois en deux. En deux, oui. 14 générations pour essayer de s'étendre dans tout le poumon pour ventiler tout le poumon. D'accord. Donc, nous avons poumon gauche et poumon droit, tout le monde est bien servi. Tout est servi, tout est bien servi au départ. Donc, la ventilation sera maximum, c'est les tuyaux de conduction. On arrive maintenant à la suivante d'échange. C'est les bronchioles respiratoires et les alvéoles. Voilà. Au niveau des alvéoles, maintenant, c'est là que ça va se passer. Mais entre-temps, nous avons des narines jusqu'aux bronchioles terminales, nous avons l'épithélium, qui est composé de cellules qui sont capables de fabriquer du mucus que nous rejetons quand nous crachons, et qui contient des cils vibratoires, qui fonctionnent comme un escalator, un tapis roulant, qui va rejeter les impuretés, retenir les impuretés par le mucus, et les rejeter, les balayer. Et le matin, quand on se réveille, on tousse, on crache, c'est jaune, c'est blanc, voilà. On crache les impuretés. C'est pas forcément parce qu'on est grippé ou parce qu'on a la toux. Non, c'est la toilette bronchique. Voilà. Il faut le faire parce que quand nous revenons le soir de notre travail, quand nous nous lavons, même les mains, on voit la suie, les impuretés, on voit toutes ces saletés-là. C'est de la même façon que ça rentre dans le poumon, parce que l'air que nous inspirons n'est pas forcément de l'air pur. Donc, il va falloir balayer, nettoyer. Donc, les grosses particules vont être retenues déjà au niveau des cils vibratiles et vont être retenues par le mucus, les cellules municipales qui vont sécréter des mucus pour les balayer et puis les renvoyer au carrefour aérodigestif. Nous déglutissons ou alors nous toussons pour évacuer. D'accord. Mais il y a des personnes tous les matins qui toussent un peu plus et ces personnes souvent se disent qu'elles ont peut-être une allergie chaque matin. Est-ce que c'est vrai? Oui, les allergiques sont sujets à des... parce que nous avons parlé du niveau central de l'innovation au niveau du bulbe, mais il y a aussi des récepteurs. Donc les allergiques, par exemple, sont sujets à des variations, réagissent à des variations de température. C'est pourquoi il faut qu'ils se méfient de se mettre nu, torse nu, et qu'ils se couvrent. C'est ces récepteurs-là qui vont réagir pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça déclenche les réactions allergiques au niveau du poumon. Nous le verrons au niveau de l'asthme, quand on présentera l'asthme. Et donc, ces personnes vont tousser. La toux, c'est un signe de défense, mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Oui. Et ça peut s'accompagner d'inflammation et tout ça. Donc, et puis, par la suite,
chez les asthmatiques d'une crise d'asthme. Voilà, donc c'est toutes ces canalisations qui vont protéger l'homme contre les agressions extérieures. Et puis au niveau des alvéoles qui jouent le grand rôle, ces alvéoles-là sont au nombre de 300 à 500 millions dans l'organisme. 300 à 500 millions? Oui. Imaginez-vous quand on les étale, ça fait 80 à 100 mètres carrés. Ces 100 mètres carrés, c'est à ce niveau que se passera donc l'hématose, c'est-à-dire l'échange des gaz. Pourquoi? Parce que les alvéoles sont dotés, ils reçoivent suffisamment d'air, on a vu par les canalisations susceptibles, mais aussi ils reçoivent énormément de sang pour échanger. C'est-à-dire les veines, les artères pulmonaires vont déposer le gaz carbonique et les veines pulmonaires vont transporter l'oxygène capté par les alvéoles, au niveau des alvéoles. Et ça, c'est l'hématose. Et la fonction d'hématose, c'est l'échange de gaz. Donc, on nettoie l'organisme et en même temps, on alimente l'organisme d'oxygène pour envoyer ça au cœur, qui est le distributeur exclusif de l'oxygène. J'ai envie de dire nettoyage et purification en même temps. Purification, c'est l'épuration. Il y a la fonction d'épuration, la fonction d'hématose. Super. Et puis, il y a la fonction aussi de maintien de la tension au niveau de toutes ces surfaces-là. Sinon, le poumon, c'est élastique, ça allait se collaber, mais ça se gonfle parce que ce système de surfactant est là. C'est un produit qui est au niveau des alvéoles qui maintient la tension. Il faut dire que les canalisations sont dotées de cartilage dans leur partie antérieure et pas derrière. Ils sont plaqués à l'œsophage par une partie élastique. Grâce au cartilage, ça reste ouvert dans une certaine mesure constamment. C'est pourquoi, même en dormant, nous respirons. Oui. Voilà. Nous respirons même en dormant. Et c'est pourquoi aussi les sportifs ou ceux qui font de la rééducation augmentent leur capacité vitale en utilisant les muscles respiratoires, en particulier le diaphragme qui est là, mais aussi les abdominaux. Les abdominaux et les muscles entre les côtes là sont des muscles expiratoires que les asthmatiques utilisent beaucoup. C'est pourquoi ils ne sont pas gourmands, ils n'aiment pas beaucoup manger parce que la pression abdominale va paralyser ces muscles-là, va empêcher ces muscles de travailler. C'est sollicité constamment chez eux. Donc, ils ne sont pas très gourmands, ils ne mangent pas beaucoup. Enfin, les asthmatiques, ils font des crises régulières. Oui, qui ne sont pas pris en charge. Ah, d'accord. Oui, on y arrivera. Mais quand ils sont pris en charge, il n'y a pas de souci. Ils sont libérés, ils mangent comme plus que tout le monde. Ouais, plus que tout le monde. J'ai un exemple dans ce studio, j'ai pas envie de dire le nom. Il est vraiment pris en charge et je vous promets, il mange plus que tout le monde, ça c'est sûr. Oui, donc c'est la base même de l'espérance de vie. Et bon, l'obésité n'est pas trop conseillée parce que ça paralyse tous ces muscles-là un peu. Et puis la malnutrition non plus parce que les muscles ne sont pas suffisamment puissants pour donner le quotidien d'air, d'oxygène pour une vie plus efficace et plus longue. En fait, docteur, nous comprenons que pour entretenir cet appareil important, nous avons besoin de faire un peu de sport. Nous avons aussi besoin de surveiller notre alimentation dans la mesure où vous dites que la malnutrition n'est pas conseillée et l'obésité aussi non plus. Oui, nous devons assainir notre environnement parce que l'empoussiérage est quelque chose, la pollution est grandie et de plus en plus. Ça révèle l'asthme parce qu'on est passé maintenant à 18% de la population qui est asthmatique. Avant, on était à combien de pourcentage? On était à 8%. À 8%? Oui. Donc il y a 10% en plus. C'est énorme. Donc plus on dégrade notre environnement, plus aussi on dégrade notre santé. Notre santé, oui. Et donc le syndicat a choisi d'aller en guerre contre tout ce qui produit des maladies invalidantes, en particulier les maladies respiratoires, qui peuvent emporter l'homme, en particulier la tuberculose, le sida, le VIH-Sida, parce que c'est l'organe qui souffre le plus chez les immunodéprimés. Et pour ceux qui... le tabagisme. Voilà, ils se dégradent volontairement. Ils se dégradent volontairement parce qu'ils sont sujets à des bronchites chroniques. Ce sont des gens qui toussent tout le temps et qui
qui s'essoufflent, finissent par s'essouffler. Et puis, bon, si ils ne s'éteignent pas par la bronchite chronique, ils s'éteignent par l'apparition d'un cancer. Et c'est préoccupant dans la population actuelle, il faut le dire, parce que les jeunes fument de plus en plus dans notre population, on y reviendra. Et puis, les premières cigarettes se prennent maintenant à 8 ans. Vous avez dit? À 8 ans. À 8 ans. Avis aux parents, nous sommes tous engagés dans cette bataille-là. Il faut qu'on puisse parler à nos jeunes et qu'on puisse essayer de les occuper sainement pour les enlever de l'intoxication, des drogues, etc., qui se distribuent de plus en plus dans nos quartiers. Concernant la drogue et la cigarette, on a eu déjà plusieurs émissions avec d'autres consultants pour attirer l'attention des parents sur le fait qu'aujourd'hui, les enfants se laissent influencer par leurs amis, par leur groupe d'amis et ont envie de tester, j'ai envie de dire ça, de faire des expériences, toucher à l'alcool, toucher à la cigarette, toucher à la drogue. Il faut faire attention, ce n'est pas évident. Si un enfant commence à 8 ans, ça veut dire déjà que son espérance de vie se réduit. Oui, c'est cela que disait, nos cadres de vie doivent être un peu assainis et nous devons retourner sur nos passés pour savoir que la vie se prend en société, sa vie se prend en société et que c'est tout le monde qui peut éduquer les enfants des autres dans le quartier ou dans le village pour pouvoir faire face et réprimer les premières tentatives de pollution par le tabac, etc., de remise en question de la vie. C'est de cela qu'il s'agit. On est embarqué, en tout cas les syndicats, à sonner la note d'alarme. Comme c'est l'année de la santé, en 2013, nous sommes résolument engagés envers ces fléaux qui minent le pays. C'est des fléaux anciens, mais qui commencent à être un peu plus répandus dans la population. Docteur Akoto, vous êtes pneumologue, excusez-moi, et vous retrouvez souvent des asthmatiques. Comment peut-on expliquer l'augmentation du taux des asthmatiques en Côte d'Ivoire? De 8%, on passe à 10%. D'accord, il y a l'environnement, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte? Il y a l'environnement. Bon, l'asthme, c'est une maladie génétique, c'est une maladie allergisante. C'est de l'allergie respiratoire. C'est un héritage qu'on retrouve dans il y a beaucoup trop d'héritiers maintenant. Oui, beaucoup d'héritiers, mais il faut dire que de plus en plus, en dehors de la pollution atmosphérique et qu'on sort de plus en plus, il y a l'exposition, il y a la pauvreté, mais aussi, en même temps, il y a le niveau sanitaire de la population qui grandit. Et nous avons intérêt à appuyer cette donne et on recrute de plus en plus d'asthmatiques et on connaît de plus en plus ceux dont on souffre. Mais il faut dire que les produits corrosifs sont de plus en plus utilisés et que bon, les déchets qui sont déversés, vous vous souvenez des déchets toxiques, et ce que ça a fait dans la population des asthmatiques, qui font que les crises se révèlent. On peut être asthmatique sans jamais faire de crise, mais lorsqu'on rencontre l'allergène, son allergène ou ses allergènes, alors on fait la crise et c'est effroyable, c'est phénoménal parce que l'asthmatique, pendant la crise, se sent étranglé et se sent mourir. Et c'est effectif. Parce que l'air ne passe pas, il force. Il étouffe. Il étouffe. Alors, la cage thoracique, tout à l'heure, on avait dit, contribue à l'hématose, le développement de la fonction respiratoire. Mais lorsqu'il y a des déformations, chez l'enfant asthmatique qui n'est pas pris en charge, il y a des déformations, il y a les bosses, il y a les scolioses, il y a tout ça qui participe à la réduction de la capacité vitale, la capacité pulmonaire, qui fait que la vie est courte ou alors une crise peut emporter l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire, docteur Akoto Augustin, en guise de conclusion concernant l'appareil respiratoire et ses fonctions? L'appareil respiratoire et ses fonctions, c'est un organe finalement noble toujours, comme j'ai dit, c'est un organe puissant
qui confère la vie, parce que le carburant de l'organisme qui est l'oxygène, le carburant du cerveau, hein, chez l'enfant, chez tout le monde, hein, le cerveau se nourrit d'oxygène et de sucre. Hein, quand ça vient à manquer pendant longtemps, les cellules meurent et les cellules du cerveau ne se renouvellent pas. Bon, donc l'enfant, il ne faut pas lui demander d'être génie à l'école quand son asthme n'est pas pris en charge très précocement au premier signe. Donc dès les premiers signes des symptômes respiratoires, la toux, la douleur thoracique, la dyspnée c'est la gêne respiratoire, hein, il faut consulter, hein, il faut prendre ces précautions rapidement pour éteindre le feu avant que ça ne s'aggrave, parce qu'au fur et à mesure que l'oxygène manque dans l'organisme, bien sûr, c'est la panne qui commence et le moteur ne pourra plus aller plus loin. Va finir par s'éteindre si on ne fait pas des efforts, des fois on a recours à la réanimation et hein, c'est quand même difficile dans nos contrées où on n'a pas beaucoup de centres de réanimation. Exactement. Voilà. Maintenant, il faut apprendre aux gens à connaître cet appareil, c'est ce que nous faisons, et à connaître les maladies qui sont des maladies invalidantes pour le poumon. Et c'est très important pour cette rencontre que nous avons, pour que la population puisse savoir qu'il faut assainir l'environnement, il faut faire vacciner les enfants, en particulier la diphtérie et consorts, les vaccins contre la grippe, les vaccins contre le pneumocoque. Il faut prendre en charge très tôt les enfants asthmatiques et ne pas se cacher, parce que les parents n'aiment pas qu'on dise que leurs enfants sont asthmatiques. Alors, donc, ils préfèrent les bronchites asthmatiformes, etc. Alors qu'aux États-Unis, quand un enfant a les narines bouchées et qui fait des rhinites à répétition, et qu'il étouffe une première fois, on le considère comme asthmatique. Et à partir de ce moment-là, les bronches qui sont très fragiles chez l'enfant, qui sont très très fragiles parce que la lumière n'est pas grande. C'est très petit, la lumière c'est de petit diamètre. En ce moment-là, quand on prend en charge très tôt, ils grandissent et sont les plus intelligents. Ils sont très intelligents, les asthmatiques, on s'en occupe. Et ils sont très sportifs aussi. Donc on ne doit pas supprimer le sport pour l'asthmatique. On doit l'aider à vivre avec son asthme. Voilà donc ce que je peux dire en répondant à votre question. Merci, docteur. Oui. Vous êtes docteur Akoto Augustin, médecin pneumologue, président de la commission économique et financière du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé aujourd'hui de l'appareil respiratoire et de ses fonctions. On vous dit merci d'être venu et surtout bonne journée. C'est moi qui vous remercie. À présent, parlons des activités du ministère. Celle qui est avec nous est bien sûr en bonne santé, puisque avec le docteur, on citait la rubrique santé et bien-être. Elle est en bonne santé, elle se nomme mademoiselle Karidjetou Koulibaly. Elle est la responsable section démonstration au centre de démonstration de technologie, structure sous tutelle du ministère de l'Industrie. Avec elle, nous parlons aujourd'hui de l'utilisation des petites technologies. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va avec la Comme grâce de toutes les Dieu. semaines d'ailleurs. Bien sûr. Alors, les petites technologies. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des petites technologies. Ce sont des technologies qui vont nous permettre de faire des transformations alimentaires. Et ces technologies vont nous permettre, elles sont utilisables autant à la maison, et puis elles peuvent être utilisables pour monter des petites activités qui vont nous générer des fonds. Bon, on va commencer par parler par la technologie des grainages de maïs. Vous savez, on produit beaucoup de maïs en Côte d'Ivoire. Une fois que le maïs arrive à maturité, on va récolter ce que nous allons consommer, soit bouilli, soit braisé. Le reste est resté sur les pieds et puis séché par le soleil. Une fois que c'est séché par le soleil, on va récolter le maïs. Et puis, c'est nos mamans qui sont chargées d'égrainer le maïs à la main ou bien d'autres avec le mortier. Mais aujourd'hui, il existe des petites technologies, comme vous-même vous le voyez, vraiment facilement utilisables pour pouvoir égrainer le maïs. Rocky, on va mettre une pause sur... voilà, merci beaucoup. Parce Voilà. qu'après le maïs, on devait passer À aux autre arachides. chose, voilà. Vous avez apporté des maïs là? Exactement. Comme c'est tellement, c'est des petites technologies, vous voyez même, on peut se déplacer avec. Ouais. Donc, je vais même emmener un vraiment pour vous montrer que c'est vraiment facile à utiliser. Vous voyez, c'est Ben vraiment voilà, facile à elle utiliser. transforme le studio de Mathé Bonheur Voilà.
en industrie, là. Voilà, Voilà. c'est vraiment facile. Là? Voilà. De l'autre côté, c'était sur... Voilà, il y en a ça, il faut le fixer. Voilà, et voilà. Et puis celui-là, il est mobile. Et puis vous tournez. Voilà. Vous voyez comme c'est facile. Voilà. Donc vraiment, il ne faut plus que nos mamans prennent leurs doigts pour égrener le maïs. Vous voyez comment c'est fastidieux. Il y a la main aussi qui a besoin de faire une pratique. Mais vraiment comme ça, c'est beaucoup plus... Voilà, vous voyez. Déjà, j'y arrive pas. Voilà, c'est beaucoup plus... Alors qu'avec la machine... La petite technologie, là. Voilà, facilement, attendez, ça passe. Non, ça, c'est parce que vous voyez, il y a 2 entrées. En fonction, j'ai tellement pressé de en fonction de la forme. En fonction de la forme. Ah oui, c'est vrai, ici c'est un peu plus grand. Exactement. Donc quand vous avez un petit épi comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, quand il est un peu plus gros. Bon, attendez, on va pas salir le studio. Sinon, le directeur de la production, M. Sissi et Mohamed Lamine, risque de nous tirer après les oreilles. Il sera content, voilà, pour montrer que vraiment c'est... Voilà, et puis c'est vraiment facile. Vous voyez, je suis venue avec ça ici beaucoup plus rapidement. Voilà, parce qu'on produit vraiment des tonnes de maïs. Si c'est les doigts, si c'est le mortier, ça nous prend beaucoup plus de temps. Mais vraiment, grâce à ça, aujourd'hui, vraiment de manière très rapidement, on arrive à égrener nos maïs. Et puis, on est beaucoup plus compétitif parce qu'avec ça, j'achète peut-être 5 ou 10, je me promène de champ en champ, j'égrène, je prends... Oui, ça fait une petite activité. Voilà, ça fait une petite activité. Vous égrenez les maïs, vous faites ça rapidement. Exactement. Et puis, voilà, le tour est voilà, exactement, comme on le voit. Donc, ensuite, à côté de cette petite technologie aussi, comme... Mais pardon, quand les mamans utilisent les maïs séchés comme ça, qu'est-ce qu'elles font avec? Après, on réduit ça en poudre. Et puis, c'est ce qu'on utilise pour faire le traditionnel cabato. Ah, le cabato national. Voilà. Il fallait y arriver. Il fallait venir avec un petit cabato ce matin. D'habitude, vous apportez le produit fini, là. C'est pas le cas. Oui, ça, c'est vrai. Espace de loisirs, le musée national du Niamey constitue également un cadre idéal où le public apprend davantage sur leur patrimoine culturel présent comme passé. Parmi ce patrimoine, il y a la chevillère. La chevillère est un bijou qui est porté en Afrique, dans de très nombreux endroits et en particulier au Niger. Appelée aussi fer de pied, la chevillère est un bijou que la femme porte à la cheville en guise de parure en général pendant les festivités de réjouissance, mariage, baptême, danse et autres rassemblements populaires. Il existe plusieurs types de chevillères, dont la chevillère torsadée, généralement fabriquée en argent, la chevillère moulée en bronze qui se distingue par sa grosseur, enfin des chevillères simples en cuivre. Quel que soit le type, la chevillère se présente comme un anneau en forme de bracelet, décoré de long en large de motifs de dessin avec une ouverture servant à la passer à la cheville. N'importe quelle femme zarma veut être nialée. Et le terme, il est mandingue, c'est niagalé, une femme qui frappe par sa présence, qui brille, qui s'impose, et qu'on veut regarder. Et donc cela fait partie des signes de l'élégance et de la prestance pour les femmes, ce qui amène les gens à les regarder. Une femme qui n'est pas regardée, elle n'existe pas. Mais aujourd'hui encore, dans certaines régions du Niger, les femmes continuent à les porter. Comme quoi, la coquetterie exige parfois certains désagréments. Excusez-nous, amis téléspectateurs, on a eu un petit souci technique et je pense qu'avec le concours de toute l'équipe, les choses sont rentrées dans l'ordre. Avec
Karijatou Koulibaly, on parlait donc de l'égrenage des maïs et surtout de l'utilisation des petites technologies. Voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se faire mal aux mains, aux doigts, en égrenant nous-mêmes l'épi de maïs. Voilà. On a une petite machine là qui peut nous permettre de le faire rapidement et de pouvoir égrener des tonnes d'épis de maïs, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, exactement. D'accord. Parce qu'à l'origine, elles le font avec les doigts, bien que ce soit vraiment de grandes productions. Mais nos mamans le font avec les doigts, patiemment, chaque soirée, pas une quantité qu'elles font. Mais aujourd'hui, elles seront vraiment compétitives rapidement avec ces petites machines. Voilà, elles peuvent le faire vraiment très facilement, très rapidement. D'accord. Voilà. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui va bien marcher au nord Oui, de la Côte d'Ivoire. Oui. On mange bien le kabato, Voilà. là, tu vois. D'accord. Alors, on passe à une autre technologie. Voilà, ensuite, on va parler d'une autre petite technologie, vraiment qui est un broyeur. Au fait, aujourd'hui, quand on veut consommer de la pâte d'arachide, une fois qu'on a torréfié notre arachide, on l'envoie au moulin. Bon, avec toutes les conditions d'hygiène que nous connaissons dans les moulins, mais aujourd'hui, on a cette petite machine qu'on appelle un mini moulin qui nous permet de faire notre pâte d'arachide à la maison, que ce soit l'arachide, que ce soit les pistaches. On peut faire nous-mêmes aujourd'hui, une fois qu'on a fini de torréfier notre produit, nous-mêmes à la maison tranquillement, on fait notre pâte. On sait qu'on travaille dans des conditions aseptiques et on a notre pâte tranquillement. Excusez-moi, est-ce que ça peut passer pour le gingembre? Non, ça va vous fatiguer. Ça va fatiguer. Oui, ça va fatiguer. D'accord. Parce que le gingembre, il est un peu plus dur et puis il y a beaucoup de fibres. Voilà. Mais D'accord. ça, par contre, ça peut faire comme on va voir maintenant, ça peut faire de la viande. Ça nous permet d'hacher la viande, ça nous permet aussi d'hacher nos épices, tout ce qui est, de broyer nos épices. Donc, à la maison, tranquillement, ça nous permet de faire un peu de sport. Ça nous permet vraiment d'acheter la viande. Donc, c'est vraiment un petit moulin qui est multifonction. Autant donc, avec cette broyeuse, on peut se permettre de broyer et de la viande, et l'arachide, les pistaches. C'est voilà, les pistaches. Non, c'est plus que ça, les pistaches, même le poivre, même les crevettes, même les aubergines, une fois que c'est cuit. Vraiment, ça nous permet de pouvoir réduire tout ça. Ah, mais vous savez, quand on écrase les aubergines, il y a des pépins. Oui. Est-ce que... C'est beaucoup plus... Là, en fait, c'est un petit broyeur à meule. Donc, les meules se frottent quand on met le produit. Donc, ça nous permet de broyer et les peaux et les pépins. D'accord. Et puis, c'est plus les cailloux, c'est fastidieux. Oui, mais attendez. C'était la formule que nos parents avaient utilisée. Et puis, aujourd'hui, dans une bonne cuisine ivoirienne, quand on n'a pas le petit caillou, là, on dit, ah, c'est pas préparé. Il faut qu'on laisse C'est vrai que c'est ce que nos mamans utilisaient, mais maintenant, il faut qu'on les choses ont changé, on a évolué. Il faut faciliter la tâche aux femmes à la maison. Voilà. Mais on n'a pas besoin d'électricité pour ça. Non, c'est manuel. D'accord, manuel. C'est manuel, ça nous permet de faire un peu de sport. À chaque fois. À chaque fois, on fait un peu de sport. Et comme je le dis toujours, c'est vraiment dans des conditions aseptiques parce qu'on le fait à la maison. C'est propre, c'est quelque chose qui est en inox. Vous savez, c'est l'inox qui est vraiment le matériel adéquat pour tout ce qui touche l'alimentaire. Donc, c'est en inox. Donc, on sait que vraiment, on va faire quelque chose de sain pour une cuisine saine pour nos enfants. D'accord. Et puis ensuite, il y a une autre petite technologie. On a un broyeur en inox. Qui lui nous permet de broyer tout. Lui, il est beaucoup plus grand. Voilà, lui, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus grand. Lui, je peux même le conseiller pour vraiment quelque chose pour générer des fonds à la maison. Bon, sauf si on est vraiment grand consommateur, mais lui, il est vraiment bon pour mener une petite activité. Voilà, comme vous voyez l'intérieur, c'est vraiment ça. C'est un broyeur qu'on appelle un broyeur à marteau. On a différents tamis en fonction du résultat qu'on veut, soit concassé, soit vraiment une poudre beaucoup plus fine. Voilà, on utilise le tamis. C'est très facile d'utilisation. Une fois qu'on a inséré le tamis, qu'on ferme le broyeur, on le met en marche. Lui, par contre, il est électrique. Il marche avec le courant domestique. Ah, mais il faut rappeler que la première broyeuse qu'on a vue tout à l'heure pouvait aussi nous permettre d'écraser notre maïs sec. Exactement. Voilà. Le poisson séché pilé, là, il est tellement bon pour parfumer la sauce. Voilà. Avec les crevettes aussi séchées. Ok. Donc là, c'est pour faire en grande quantité. En grande quantité, vraiment, pour générer une activité de fond. Voilà, vous voyez. C'est vraiment facile à utiliser, c'est facile à entretenir.
Même pour nos mamans qui vendent ça au marché, je veux dire, les pots de crevettes, elles peuvent se permettre d'avoir cette broyeuse. Voilà, ce broyeur, vraiment, parce qu'il fait de capacité entre 10 et 15 kilos par heure. Donc, vraiment, à la fin de la journée, vraiment, il a Ça c'est plus une petite technologie. Ça, on rentre dans une grande technologie. Bon, elle est encore petite. Elle est encore petite. Oui, on est encore petite parce qu'il y a des technologies qui sont beaucoup plus grandes pour pouvoir avoir le même résultat. Mais vraiment, c'est... Toujours, j'insiste sur l'inox, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos moulins ne sont pas en inox. Nos moulins ne sont pas en inox. Les gens utilisent du fer, même, je vais dire, pour faire les meules. Donc, au fil de l'utilisation, le fer va se retrouver dans la nourriture et puis malheureusement, on va consommer. Bon, le corps... Et après, ça peut se rouiller, tout ça. Voilà, non seulement ça se rouille, mais on va consommer en temps. Le corps n'arrive pas à rejeter ça, donc ça va rester dans l'appendice. Et après, on aura l'appendicite avec tous les problèmes de santé que ça va entraîner. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont faites dans du matériel adéquat. Surtout le mini-moulin à la maison, c'est bon, on a la petite technologie, ça nous permet de faire nous-mêmes notre pâte, pour faire nous-mêmes notre propre repas. Ça, c'est vraiment conseillé. Vraiment, moi, je conseille ça vraiment à la maison, surtout que c'est d'utilisation, vraiment, ça a plusieurs utilisations. Autant on peut faire la viande hachée, autant on peut faire la pâte d'arachide, la pâte de pistache, on peut même faire la pâte d'aubergine, la pâte de piment, etc. Donc vraiment, pour une machine, elle a beaucoup d'utilisation. Voilà, donc vraiment, à la maison, c'est toujours conseillé. Moi, je conseille vraiment d'avoir ce petit appareil-là. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, bon, le robot... C'est pas trop coûteux. Non, pas du tout. Mais ça contribue aussi à protéger notre environnement dans la mesure où nous n'avons pas besoin d'utiliser l'électricité pour mettre en marche cette broyeuse. Voilà. Quel est le numéro de téléphone qu'on peut composer pour vous joindre? Pour joindre le CDT, il faut composer le 21 35 38 04, le 07 43 48 78, le 05 78 37 36. Merci beaucoup, mademoiselle Coulibaly Karijatou. Vous êtes, nous le rappelons, la responsable section démonstration, process au centre de démonstration et promotion de technologie. Et vous dépendez bien sûr du ministère de l'Industrie. Et on voudrait faire un coucou à tous vos collaborateurs et puis félicitations pour tout le travail que vous faites. On va se retrouver la semaine prochaine. Si, peut-être à Dieu. Bonne journée et à la semaine prochaine. À vous aussi. Ouvrons à présent les pages de la rubrique Les invités de la direction commerciale et marketing. Et la première personne que je reçois se nomme Nguessan Cessé. Il est prêtre... Pardon? Nguessan Cesse. Nguessan Cesse, excusez-moi. Et vous êtes prêtre jésuite. Et avec vous, nous parlons de la consécration de la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie. Oui, alors, ce dimanche 24 mars, il va se produire un événement très important, un événement religieux. Il s'agira de la consécration de la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne. Et donc, à partir de cette consécration, la Côte d'Ivoire sera une nation dédiée à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agit dans cette période où nous sommes à la recherche de la paix, de l'harmonie entre les différents peuples, cette consécration vient comme un signe du ciel pour nous inviter à vivre profondément l'harmonie et la paix entre les populations de la Côte d'Ivoire. Donc, elle aura lieu le dimanche 24 mars à partir de la messe qui sera présidée par le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Monseigneur Alexis Touabi Youlo, et parrainé par le cardinal Agré. Et tous les évêques de Côte d'Ivoire seront là pour consacrer ce pays à Dieu par les mains de la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés, ce n'est pas seulement les catholiques. Et donc, les chrétiens de toutes les dénominations religieuses, les musulmans, les non-chrétiens et même ceux qui ne croient pas, tous sont invités à cette consécration-là le 24 mars 2013 à Yamoussoukro. D'accord, et c'est à partir de 8h? Oui, le programme qui déjà ce vendredi-là, il y aura des pèlerins qui vont quitter Abidjan pour la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Et puis ensuite, le samedi 23, le gros des pèlerins viendra de partout, de toute la Côte d'Ivoire, dans ce que nous appelons tous les diocèses.
de Daloa, de Gagnoa, de Korogo, d'Abangourou, un peu de partout. Et donc, il y aura une grande veillée qui va se tenir dans la nuit du samedi au dimanche. Et le dimanche, la messe est à 10h. À 10h. Et c'est à partir de 10h qu'au cours de la messe, les évêques de Côte d'Ivoire vont consacrer la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Et pour les pèlerins qui veulent effectuer le déplacement, est-ce que vous avez prévu des moyens de transport ou tout le monde se déplace par ses propres moyens? Il y a toute une structure qui a été mise en place pour aider au déplacement des pèlerins. Pour ce qui est de ceux qui vont partir d'Abidjan, il y a l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne où il y a une structure qui se charge du transport des pèlerins. Et puis une autre structure qui se charge de l'hébergement, c'est-à-dire de ceux qui vont arriver. Il y a un village des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne qui a été préparé, réservé. Et tous les pèlerins seront accueillis dans ce village pour leur séjour à Yamoussoukro. Et donc, la participation qu'on demande, c'est 10 000 francs pour le transport à leur retour. Pour ceux qui arrivent, qui quittent ici le 22 ou le 23 et qui reviennent le dimanche après la consécration, qui reviennent sur Abidjan. Et pour l'hébergement? L'hébergement, il y a un village des enfants de Marie-Mère de la Charité. Donc, quand vous payez 10 000 francs, tout y est compris. Non. Transport et hébergement. Je pense qu'on va demander un effort supplémentaire pour l'hébergement et la restauration. D'accord. Numéro de téléphone à composer pour d'autres informations? Alors, pour ce qui est des contacts, nous avons le 07 99 49 44. Ça, c'est le premier numéro. Le deuxième, c'est le 40 32 77 40. Le troisième, c'est le 04 53 27 77. Merci beaucoup. Quel est le titre exact? Je dis Père, je dis... Oui, le Père Nguessan Cesse Julien. Merci Père Nguessan Cesse Julien. Et puis, on espère que beaucoup d'Ivoiriens vont effectuer le déplacement pour vous retrouver afin de consacrer la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie ce 24 mars à la basilique de Yamoussoukro. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Nadège Woyo, vous êtes la présidente de la Ronde des enfants. Et vous venez nous parler d'un grand carnaval et ça va se faire demain 20 mars. Bonjour. Bonjour Naomi. Nous sommes sur ce plateau pour vous parler du grand carnaval des enfants. C'est demain à partir de 10h. On démarrera par un grand défilé depuis la mairie de Trècheville jusqu'à l'esplanade du Palais de la Culture. Au contenu, nous aurons... des magiciens, des jongleurs, des marionnettes. Il y aura un atelier de maquillage, c'est-à-dire à l'espace, tout le monde devra être maquillé à l'entrée. Comme la belle petite qu'on voit sur votre poster, qui est bien maquillée, maquillée de façon artistique. Tout à fait. Et nous avons l'élection du roi et de la reine carnaval. Voilà, le thème de cette année, je précise que c'est « Respectons nos parents et nos enseignants ». Donc, nous avons des écoles primaires comme partenaires. Les enseignants seront là, des parents aussi. C'est vrai que c'est un jour ouvrable, mais on peut dire aux parents que la sécurité est garantie. Donc, ils peuvent déposer les enfants et à la descente du boulot, les récupérer. On les dépose à quelle heure? Déjà à partir de 9h30. À partir de 9h. À partir de 9h30, les enfants peuvent être là. Voilà, donc les contacts, le 08 11 60 80. Nous avons encore le 02 02 14 27. Je précise que l'animation se fera avec Tonton Baba. Tonton Baba sera de la partie. Tous ceux qui aiment Tonton Baba, nous les invitons, les parents, les enfants, à ne pas rater cette fête. Voilà. Donc, de 9h30 jusqu'à quelle heure on est? Jusqu'à 16h30. Et qu'est-ce que vous avez, c'est-à-dire en dehors des maquillages, en dehors des magiciens, quelles sont les autres activités auxquelles les enfants pourraient participer? Il y aura des ateliers de peinture, les enfants auront à faire la peinture. Il y aura des ateliers avec du ballon, des ballons.
Alors, les enfants ne vont pas du tout s'ennuyer. Il aura plein de choses à découvrir, il aura des prestations artistiques. En tout cas, je dirais que ce sera tout simplement magnifique. Nous invitons tous les enfants à venir découvrir ce grand moment-là. D'accord, tout est dit? Je pense que tout est dit. Ou bien vous voulez ajouter quelque chose d'autre? À ne pas rater. En tout cas, la fête à ne pas rater. Les tickets sont à 3 000 francs. Voilà. On vend à la RTI, à Mediastore, chez Hassan et Sokosé de Plateau. Quelle est la tranche d'âge des enfants que vous attendez? De quel âge à quel âge? Parce qu'il ne faut pas vous amener les enfants de 1 an, vous allez dire non. Hein. À partir de 4 ans, 5 ans déjà, c'est bon. Mais il y a des enfants de 3 ans qui sont très éveillés, qui peuvent venir avec papa, qui peuvent venir avec maman ou la nounou. Voilà, donc ça dépend de la manière dont l'enfant se comporte. Sinon, il y a des enfants de 2 ans. La petite sur l'affiche, elle a 2 ans, mais elle est très éveillée. Donc, je pense que ça dépend de l'enfant. Merci beaucoup. Merci, Naomi. Bonne fête avec tonton. Merci, vous êtes invité. On fera l'effort d'y être. Merci. Merci, Naomi. Oui. Avec ces images, amis téléspectateurs, on veut se souvenir d'un homme qui fait partie des piliers de la culture en Côte d'Ivoire. Demain, ça sera le mercredi 20 mars. Et le 20 mars de l'année dernière, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Regardez. Cette image est une des dernières apparitions publiques du professeur Zadi Zaourou. Dans cette école à Yopougon, le 16 février dernier, ses élèves, comme s'ils avaient lu entre les lignes, rendaient hommage au maître de la parole. Un hommage bien mérité et ces paroles du professeur aux enfants. Eh bien, pour vous qui êtes les filles, soyez de bonnes mères. Quand il y a la famine, le peu que vous trouvez, partagez avec les enfants, avec le reste de la famille. Pour vous les garçons, soyez de bons maris. Hein? Votre femme est dans la famine et vous seul vous jouissez de ce que vous gagnez. Tout ça, ce n'est pas une bonne route. Ne soyez pas l'araignée. Le professeur Boté Zadi Zaourou, c'était cet homme de lettres et universitaire, enseignant, homme politique et écrivain. Sa disparition est une grande perte pour la littérature, la musique et l'enseignement. En somme, une grande perte pour la culture. Le maître du Didiga, ou l'art de l'impensable, avait plusieurs cordes à son arc. Né en 1938 à Soubré, le professeur Zadi a occupé le poste de ministre de la Culture et de la Francophonie entre 1993 et 1999. Il fut directeur du groupe de recherche en tradition orale pendant plusieurs années. Mais depuis quelques mois, son état de santé fragile l'avait contraint à se retirer de la scène culturelle. Le concepteur du Didiga, l'artiste, s'en est allé. Mais ses nombreux ouvrages littéraires et publications universitaires le hissent désormais au rang des immortels. Amis téléspectateurs, vous l'avez compris, demain donc ça va faire 1 an, 12 mois jour pour jour que le professeur Zadi Zaourou nous a quittés. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Kamagaté Marie-Louise, elle est présidente de l'ONG Mavier. Bonjour Madame. Bonjour Naomi. Alors, il y a quelque chose qui va se passer demain pour permettre à tous ceux qui ont connu l'homme ou à tous ceux qui ont envie de découvrir les œuvres de l'homme, de pouvoir vous retrouver quelque part et de pouvoir nous souvenir comme il se doit de Zadi Zaourou. Oui, effectivement. Je remercie la RTI. Je remercie la RTI. Merci. Effectivement, demain, à l'INSAC, de 10h à 17h30, il y aura une exposition vente. Nous allons exposer les œuvres du professeur. Et à 14h, il y aura une conférence. Et vers 16h, il y aura une dédicace pour son dernier livre, ma dernière parole pour l'Afrique. Donc, j'invite tout le monde à venir parce que ce sera un moment magnifique. Ce sont les enfants qui vont exposer, qui vont animer cette conférence, qui vont dire cette conférence. Et je veux profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous ses disciples. C'est le moment de rendre hommage à ce grand homme de culture. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire et j'insiste
il faut que chaque année, à la même date, nous marquions un arrêt pour vraiment se souvenir et de faire vivre ses œuvres. Il a laissé beaucoup. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de lui. Quand on parle d'un homme de culture, quand on parle d'un chercheur, quand on parle d'un artiste, c'était une star de la culture. Il a déposé un grenier. Et je dis le grenier de la littérature. Je demande à tous les journalistes, à tous les hommes politiques, à tous les Ivoiriens d'avoir juste une pensée pour lui demain. Et venez vers l'INSAC. Allez vers l'INSAC pour rendre hommage, pour voir ces enfants-là qui ont juste 7 et 10 ans, qui animent, qui vont vraiment parler de lui, qui vont essayer de pleurer leur grand-père. C'est vrai qu'il est déjà parti, mais il a laissé beaucoup à la Côte d'Ivoire. Donc nous allons vivre ces instants et je pense que ça sera vraiment dans la joie. Je remercie tous nos partenaires. La RTI, l'ambassade des États-Unis, la francophonie, le ministère de la Culture, l'ambassade des États-Unis. Je remercie tout le monde. On ne pourra pas citer tout le monde, voilà. Mais c'est un symbole fort dans la mesure où demain, on parle de la journée de la francophonie dans le monde entier. Et en même temps, en Côte d'Ivoire, on invite bien sûr avec vous tout le monde à se souvenir du professeur Bernard Zadi Zaourou. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes qui seront présents? Est-ce qu'on aura des écrivains? Parce que quand il se déplaçait, je veux dire, dans le monde de la chanson, dans le monde de la peinture, dans le monde de la littérature, il y avait des stars qui l'accompagnaient dans la mesure où c'était quelqu'un, comme le reporter vient de nous le dire, nous le rappeler, quelqu'un qui avait plusieurs cordes à son arc. Est-ce que demain, il y aura d'autres grands noms du monde culturel qui vont vous accompagner? Je dis bien qu'il y aura tout le monde, j'ai invité tout le monde. Et je lance un appel à tous les hommes d'affaires. Parce que le grand maître parlait de... Essayer, j'ai parcouru un peu, je suis allée vers ses disciples. Je suis tombée même, disons, amoureuse de l'art. C'est intéressant quand il parle du Didiga. Le Didiga, c'est quoi? C'est l'art de l'impensable. Oui, il parlait, c'est un concept qu'il a mis. Ce grand chasseur qui rentrait dans la brousse, qui revenait chaque fois avec du gibier. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ce que tu fais, Naomi. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'homme d'affaires? Est-ce que vous baissez les bras? Je parle des politiciens, je parle de tout le monde. Il faut aller au-delà de ce qu'on fait. Fais bien ce que tu fais. Donc, c'est fort, c'est fort. Donc, je demande à tous les artistes, je demande à tous ceux qui ont aimé l'homme, venez parce que Zadi Zaourou, le maître, nous a parlé. Nous tous, nous sommes impliqués. Nous sommes impliqués. C'est un grand homme. C'est un grand homme qui a laissé beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir même une journée pour lui. Parce que c'est faux, il n'est pas mort. Il est mort le jour même de la francophonie. Et nous voulons, avec vous, saluer la grande famille Zadi Zaourou et dire que de tout cœur, nous sommes avec les membres de cette famille dans la mesure où l'artiste est peut-être parti, mais ses œuvres demeurent et avec ses œuvres, il continue de vivre. Numéro de téléphone 01 47 64 42. Merci à vous, Madame Kamagaté Marie-Louise. Vous êtes présidente de l'ONG Maison africaine de vie intérieure pour enfants, l'ONG Mavier donc, et le rendez-vous est pris demain à l'INSAC pour rendre hommage au professeur Bernard Zadi Zaourou. Merci à vous et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Yao Ncho, professionnel de la sécurité, est avec nous pour la rubrique NTIC. Avec lui, parlons de monétique et sécurité. Bonjour. Bonjour. Alors, monétique, sécurité, définition. Oui, aujourd'hui on parle beaucoup de la monétique. Vous savez, on est dans un grand pays et la banque s'est développée, la monnaie s'est développée. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de compte et qui, on va dire, gardaient encore l'argent chez eux, mais qui ont compris qu'il fallait aujourd'hui, avec les technologies, ils pouvaient faire aujourd'hui des transferts d'argent. Il faut dire que depuis 2005, la monétique, on va dire les nouvelles technologies, ont complètement révolutionné le monde de la banque. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas forcément un compte dans une banque peut faire un transfert. Quelqu'un qui n'a pas forcément un compte dans une banque
peut retirer de l'argent, peut garder de l'argent sur une carte. On parle de carte de crédit, on parle de carte débit, mais en même temps, il y a certains mots qu'on avait, par exemple, de vol d'argent dans certaines banques, sur certains comptes, qui ne sont plus possibles aujourd'hui à partir de certaines vérifications qu'on peut faire sur Internet. Aujourd'hui, les banques ont développé certains systèmes qui permettent, par exemple, de consulter votre solde à partir de chez vous. Donc, on parle de banque en ligne, on parle de banque sur Internet. Et aujourd'hui, la banque s'est encore plus développée avec l'arrivée du mobile. Donc, aujourd'hui, la banque s'associe au mobile. On peut payer des factures avec le mobile, on peut payer les factures avec un téléphone mobile, on peut garder de l'argent sur un téléphone mobile, on peut transférer de l'argent. Mais toutes ces technologies doivent être sécurisées. Il faut que les gens comprennent les problèmes auxquels ils peuvent faire face et comment ils doivent se comporter face à ces problèmes. C'est pourquoi nous disons... Quels sont les problèmes auxquels on peut faire face? Il faut d'abord savoir que tout ce qui passe sur Internet n'est plus forcément sécurisé. Internet est un lieu public, on va dire. Internet est un lieu public. Et lorsque vous comprenez que votre argent passe dans un lieu public, il faut avoir certaines techniques, il faut savoir les dangers auxquels vous êtes exposé. Donc, première chose, vous savez, tout Internet fonctionne à partir d'une seule chose qui est le mail. Tout sur Internet se fait à partir d'un compte email. Donc, la chose la plus importante que vous avez et que vous devez sécuriser, c'est d'abord votre compte email. Aujourd'hui, nous avons fait plein de démonstrations sur comment nous pouvons sécuriser notre mail. Mais nous voulons rappeler une chose. L'une des plus grandes sécurités que nous avons aujourd'hui sur Internet, c'est d'associer notre protection à notre téléphone. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, le meilleur mot d'authentification sur Internet, c'est-à-dire de validation, par exemple, de votre mot de passe, etc., c'est votre SMS, c'est-à-dire votre téléphone. Donc, vous devez, si votre boîte électronique vous permet, ou si votre compte en ligne vous permet, vous devez pouvoir mettre votre numéro de téléphone de sorte que lorsque quelqu'un veut rentrer dans votre compte, ou bien lorsque vous-même vous ouvrez votre boîte email, ou bien lorsque vous recevez un message, vous avez automatiquement un SMS qui vous permet de confirmer que c'est réellement vous qui ouvrez votre boîte, etc. Donc, il faut que les gens prennent l'habitude de reconfigurer, de reparamétrer leur système sur Internet, leur mail, leur boîte en ligne, leur compte en ligne, afin de pouvoir avoir des authentifications par SMS. C'est ça. En même temps, il faut savoir qu'il y a ce qu'on connaît. On parle aujourd'hui de virus. Un virus, c'est quoi? Ce sont des mauvais programmes, on va dire, qui s'installent sur votre ordinateur, souvent à votre insu, et qui sont capables de modifier des fichiers, etc. En même temps, ce n'est pas seulement ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font de faux logiciels. Des faux logiciels qui mettent sur Internet. Il y a des gens qui ne veulent pas payer des logiciels, donc qui se disent il y a des logiciels gratuits sur Internet qui vont souvent télécharger des logiciels gratuits, mais qui ne sont pas en fait de réels logiciels, qui sont en fait des logiciels qui ont été faits et qui sont des logiciels d'espionnage. Donc lorsque vous les installez sur votre machine, il faut savoir d'abord que sur Internet, tout le monde peut être espionné. Parce que vous avez de l'importance sur Internet. Vous avez de l'importance parce que vous avez une boîte email. Votre boîte email peut être utilisée par quelqu'un d'autre. Vous avez de l'importance parce que dans votre boîte email, vous avez des informations qui vous sont propres. Ces informations-là peuvent être utilisées pour usurper votre identité. C'est-à-dire que quelqu'un peut utiliser ces informations-là pour se faire passer pour vous sur Internet. Donc, lorsqu'on va sur Internet, on ne doit pas dire « je n'ai rien dans ma boîte email, je n'ai pas d'informations importantes, etc. » Vous êtes important sur Internet. Alors, il faut savoir ces choses. En même temps, lorsqu'on parle de banque en ligne, etc., il faut saluer déjà cette initiative du gouvernement qui est l'identification. L'identification est réellement une bonne chose parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'arnaques, beaucoup de choses qui se font passent par le mobile. Donc, il fallait quelque part découvrir comment, découvrir qui se cachait derrière un numéro de téléphone ou qui se cachait derrière une connexion Internet. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Il faut inviter en même temps. Parce qu'on découvre aujourd'hui des personnes qui ne se sont pas fait encore identifier. Donc, il faut le faire. Mais en même temps, après l'identification des téléphones, il y a aussi l'identification dans les cybercafés qui doit être une réalité. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de connexion Internet chez eux à la maison. Donc, ces personnes vont dans les cybercafés. Et c'est le temps de lancer un appel aux propriétaires de cybercafés. Vos cybercafés sont des lieux tellement importants parce que c'est le lieu où des jeunes qui doivent faire des exposés, par exemple, vont pour travailler, qui n'ont pas une connexion Internet à la maison, sont obligés d'aller travailler. C'est le lieu où des personnes qui sont des voyageurs, par exemple, qui viennent en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de connexion Internet chez eux, qui n'ont pas d'ordinateur. C'est le lieu où ils vont travailler. Donc, vous devez prendre au sérieux le lieu que vous avez.
Prendre au sérieux veut dire quoi? Il faut avoir le minimum de sécurité dans votre cybercafé. Minimum de sécurité, c'est d'abord d'identifier chaque personne qui vient dans les cybercafés. Cela permet de protéger, non seulement vous-même vous protéger, et de protéger les clients. Parce que lorsqu'il y a une enquête et qu'on découvre qu'un crime a été commis à partir d'un cybercafé, lorsque la police vient dans ce cybercafé et qu'elle découvre que le propriétaire du cybercafé n'est pas capable de dire qui était assis à un tel poste à une heure précise ou à un jour précis, ben, il est bien évident que c'est comme si le propriétaire du cybercafé était un complice. Donc, il faut le faire. Vous savez, comme tout le monde, comment la Côte d'Ivoire est devenue un repère de cybercriminels. Donc, il est important de participer à cette lutte. Mais en même temps, protéger vos clients. Protéger vos clients veut dire avoir au moins un antivirus. Il y a des professionnels de cybercafé, des opérateurs de cybercafé qu'on rencontre, qui disent avoir un antivirus, ça ralentit l'ordinateur. Ce qui est faux. Ce n'est pas vrai. Un antivirus ne peut jamais ralentir votre ordinateur. C'est parce que vous n'avez pas d'antivirus ou c'est parce que votre antivirus n'est pas à jour que votre ordinateur devient lent. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des mises à jour qui sont disponibles. Oui, il y a des mises à jour qui sont disponibles. Donc, si vous ne faites pas, si vous ne pratiquez pas ces choses, on ne peut pas parler réellement de monétique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fibre optique va jusqu'à Korogo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et il faut saluer cette initiative, le gouvernement maintenant est devenu utilisateur des TIC. C'est-à-dire, on parle de e-gouvernance, on parle de e-éducation, on parle de e-agriculture, etc. E-banking. E-banking, etc. Donc, le gouvernement même est devenu utilisateur des TIC. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour recevoir le résultat du BTS, par exemple, les étudiants ont besoin d'avoir une boîte email. Les étudiants ont besoin, parce que vous ne recevez plus ça comme ça, vous avez besoin d'avoir une boîte email. Et ces étudiants-là qui sont nombreux n'ont pas tous un ordinateur avec une connexion Internet. C'est dans vos cybercafés qu'ils vont aller. Ces vieux, par exemple, qui sont dans les villages, etc., qui ont besoin de vendre leur cacao, leur café sur Internet, c'est dans ces cybercafés qu'ils vont aller. Donc, il faut que le cybercafé commence à se prendre un peu plus au sérieux. Moi, je dis que le développement va passer par les cybercafés. Et il faut comprendre que les propriétaires des cybercafés comprennent qu'ils sont des acteurs dans ce développement technologique et qu'ils commencent à se prendre plus au sérieux. Il faut que ceux qui utilisent aussi les technologies ne prennent pas les technologies comme un lieu d'amusement. Dernier message à lancer, toujours dans cette même vague, c'est un message à ceux qu'on appelle généralement des brouteurs. Les brouteurs, c'est qui? C'est ceux qui font la cyber-escroquerie. Pendant le salon de la monétique qui a eu lieu la semaine passée, nous avons présenté ce que ces brouteurs-là font. Vous savez, aujourd'hui, il y a une police spécialisée, la police scientifique, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui arrive à attraper ces personnes, qui arrive à emmener ces personnes en prison. Peut-être que c'est passé un peu inaperçu, mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des lois qui sont passées, il y a aujourd'hui des décrets qui ont été signés au niveau du gouvernement portant sur la cybercriminalité, etc. Et en même temps, il y a des lois qui sont en train d'avancer dans ce sens-là. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'État a compris qu'il fallait protéger notre pays. Protéger notre pays, ce n'est pas protéger Abidjan, Korogo, etc., mais c'est protéger au-delà de nos frontières, c'est-à-dire sur Internet. Donc, il faut comprendre qu'au lieu d'utiliser nos techniques, etc., les connaissances qu'on a en informatique contre des populations, contre des personnes et se retrouver en prison, il faut comprendre que ce sont des personnes qui ont de l'intelligence et ces personnes-là doivent aujourd'hui réfléchir comment elles peuvent aider. Lorsqu'on voit, par exemple, on a, durant cette conférence, par exemple, piraté le compte email d'un brouteur. On a trouvé quelqu'un, vous savez, lorsque vous rentrez dans son compte, vous croyez que c'est un Italien, parce qu'il n'y a pas un mot de français. Mais ce n'est pas un Italien, c'est un jeune Ivoirien, mais juste pour faire du broutage, qui a appris l'italien et qui parle italien, de sorte que des Italiens même lui emmènent de l'argent. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on comprenne que ce jeune est super intelligent, mais lui aussi, il doit comprendre. Oui, lui aussi, il doit comprendre qu'il est super intelligent, mais s'il continue ainsi, il va aller en prison. Alors qu'il peut utiliser cette connaissance-là à bon escient. C'est l'appel qu'il faut lancer parce que la banque va se développer et il faut que les jeunes africains, mais les jeunes ivoiriens, profitent de l'avancée de la banque, de l'avancée des TIC au travers de la banque. Merci, Monsieur Yao Mcho. En tant que professionnel de la sécurité informatique, il faut retenir aujourd'hui
que nous invitons tous les téléspectateurs et tous ceux qui utilisent l'outil informatique à pouvoir sécuriser leur compte. Et puis, si vous ne savez pas le faire, vous êtes donc invité à contacter des professionnels, bien sûr, comme M. Yao Cho, pour vous aider à sécuriser vos différents comptes sur Internet. C'est cela? Oui, et aujourd'hui, il faut dire merci parce que on a par exemple le site que j'ai présenté la dernière fois, ce site gratuit. Ça continue à bien bouger, sûr. Les élèves arrivent à travailler. On a eu 500 étudiants qui sont inscrits cette semaine, la semaine passée. C'est complètement gratuit. Ça permet à chacun d'étudier. Ça permet à chacun de faire des recherches. On redonne l'adresse. www.edu225.com. Et puis, à la RTI, les choses se passent très bien. Nos comptes sont sécurisés parce que vous avez la possibilité de retrouver tous nos programmes sur les www.rti.ci et vous pouvez échanger avec l'équipe de production de cette matinale en nous écrivant à matinbonheur1@rti.ci. Yao Cho, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine. Certainement. Merci, bonne journée et puis meilleure santé. Vous travaillez tellement que ce n'est pas évident pour vous. On vous souhaite une bonne journée de travail avec ces images de la Côte d'Ivoire qui est de nouveau au travail.
Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Rokia Sissoko a réalisé cette émission. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter bonne journée et en vous invitant à suivre les différents programmes de RTI 1 parce que nous sommes la chaîne qui rassemble et sur cette chaîne vous avez les meilleurs programmes. RTI 1 vous donne aussi rendez-vous ce dimanche à Yopougon, plus précisément au complexe Astoria, pour venir faire la fête avec le groupe Shekina lors de l'enregistrement de l'émission Samedi. Avec beaucoup de plaisir, amis téléspectateurs. On va se retrouver demain à partir de 6h. Bonne journée, que Dieu nous bénisse.